Dans l'univers obscur des clubs clandestins et des fêtes souterraines, d'inquiétantes vérités se dissimulent derrière des portes closes. Ces récits glaçants dévoilent un monde de substances illicites, de fusillades et d'accidents mystérieux. Suivez-nous pour découvrir les conséquences terrifiantes d'une vie nocturne dangereuse et cachée. Le 2 janvier 2013 devait être une nuit de travail normale pour Lauren Block. À 22 ans, Lauren travaillait comme stripteaseuse au Christie's Cabaret à Cleveland. Mais ce qui avait commencé comme une nuit de routine à danser dans un club pour hommes s'est terminé par une tragédie brutale. On sait peu de choses sur la vie privée de Lauren Block. La jeune femme était âgée de 22 ans et avait de longs cheveux noirs. Ses proches la décrivent comme une lumière brillante dans une pièce sombre, une personne qui arborait souvent un grand sourire. Elle était une source d'inspiration pour les autres. Lauren avait toute la vie devant elle, mais le 2 janvier 2013, pendant son service au club de Cleveland, le destin est intervenu de la manière la plus inimaginable qui soit. C'était au petit matin. Lauren était avec un client, un homme nommé Pasquale Storino, au 2e étage du club. La jeune femme effectuait une danse de routine pour Storino, un travail qu'elle avait probablement déjà effectué un nombre incalculable de fois. Cependant, pendant la danse, Lauren s'est agrippée à une balustrade tentant de faire un saut de danse. C'était une manœuvre difficile et risquée, certainement rendue plus dangereuse par la position surélevée du balcon. Tout s'est passé en un instant. Quelque chose a mal tourné. Lauren a perdu sa prise et est tombée la tête la première par-dessus la balustrade. Du balcon du 2e étage, Lauren a dégringolé de 15 pieds vers le sol, atterrissant avec une force dévastatrice. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils l'ont trouvée inconsciente, saignant abondamment et gravement blessée. Elle a été transportée d'urgence au Metro Health Medical Center où elle a été placée en soins intensifs. Entre-temps, un autre client s'est manifesté et a dit à la police qu'il avait vu 2 hommes s'enfuir de la scène, mais l'identité de ces hommes reste inconnue. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance à l'intérieur du club, la police a décidé de ne pas traiter l'incident comme une affaire criminelle. Pendant près d'une semaine, les médecins se sont battus pour sauver la vie de Lauren Block, mais le mal était fait. Le traumatisme crânien qu'elle a subi en tombant était trop grave et le 9 janvier, Lauren Block a été déclarée morte. La mort de Lauren a provoqué une vague de chagrin dans sa famille et ses amis qui ont dû faire face à la perte soudaine d'un être cher si jeune. Au milieu de leur douleur, la famille lui a trouvé du réconfort dans le fait que Lauren était donneuse d'organes. Dans une déclaration, ils ont exprimé l'espoir que sa mort, bien que tragique, ne serait pas vaine en disant que grâce à son don, elle pourrait sauver la vie d'autres personnes. Il s'agit d'un acte de grâce, petit mais significatif, dans une période autrement dévastatrice. Sa famille a remercié le personnel de Metro Health pour ses efforts inlassables, mais leur perte est incommensurable. Le club où l'accident s'est produit, le Christie's Cabaret, n'a fait aucun commentaire sur l'incident, mais des questions ont rapidement été posées sur les protocoles de sécurité en place. Une ancienne collègue, Danielle Edwards, a du mal à comprendre comment un tel accident a pu se produire. Elle a expliqué que même en portant des talons de 15 cm, la balustrade du 2e étage semblait suffisamment haute pour empêcher une telle chute. Comment elle a pu faire passer la majeure partie de son corps au-dessus de la balustrade au point de perdre l'équilibre, c'est déroutant, a déclaré Madame Edwards. De nombreuses personnes se sont fait l'écho de ce sentiment. Comment cela a-t-il pu se produire ? L'OSHA, Occupational Safety and Health Administration, a ouvert une enquête sur l'incident, examinant des facteurs tels que la hauteur de la balustrade et la distance entre le siège de la cliente et le bord du balcon. Pour ce qui reste, il n'y a pas de réponse facile. Seulement l'espoir que grâce à son dernier acte de générosité en tant que donneuse d'organes, l'esprit de Lauren puisse continuer à vivre d'une manière ou d'une autre. En novembre 1983, le Condor Club était l'un des lieux les plus célèbres de San Francisco, en Californie. Chaque soir, les habitués se rassemblaient pour admirer Carol Doda, la première danseuse topless de la ville, qui révélait une magie bien à elle. Mais une nuit de novembre, ce fameux bar, réservé aux messieurs, fut le théâtre d'un accident tragique et étrange qui coûta la vie à James Labarbe, Ferrozzo, l'assistant du directeur du club. Ce qui avait commencé comme un moment d'intimité après fermeture entre Ferrozzo et sa compagne se transforma en une catastrophe inimaginable. James Labarbe, Ferrozzo, était un homme de 40 ans profondément immergé dans la culture du Condor Club. Pour beaucoup, le club représentait un mélange de divertissement, de glamour et d'excès. Et Ferrozzo en était une figure centrale. On le décrivait comme un type décontracté, vraiment cool. En novembre 1983, Ferrozzo, alors âgé de 40 ans, entretenait une relation avec Teresa Hill, une danseuse nue de 23 ans évoluant dans un autre établissement. Ce soir-là, après la fermeture du Condor Club, les deux tourtereaux décidèrent d'y rester.
Ils passèrent leur temps à boire jusqu'à ce que l'un d'eux ait une idée. Le Condor Club était réputé pour ses performances osées et pour sa danseuse légendaire, Carol Doda. Doda était devenue une icône culturelle à San Francisco grâce à ses spectacles audacieux, notamment pour son entrée signature, où elle était délicatement descendue sur scène, perchée au-dessus d'un grand piano blanc à l'aide d'un système hydraulique. James Ferrozzo décidèrent ainsi de partager un moment d'intimité sur le piano blanc qui avait rendu les performances de Carol Doda légendaires. Mais alors que le couple se reposait sur le piano, inconscient du danger, l'un d'eux déclencha accidentellement le mécanisme hydraulique qui actionnait l'appareil. Cet instrument massif, conçu pour hisser et abaisser les artistes lors de spectacles élaborés, commença à monter vers le plafond avec le couple à son bord. Le piano s'éleva progressivement, porté lentement par la plateforme, tandis que Ferrozzo et Hill se retrouvaient piégés, incapables d'arrêter le mécanisme alors qu'ils se dirigeaient droit vers la catastrophe. Des câbles motorisés électriquement hissèrent le piano jusqu'à une ouverture dans le plafond qui menait aux loges. Mais Ferrozzo se trouvait suffisamment éloigné du centre de l'instrument pour manquer cette ouverture. Par conséquent, l'impact fut brutal. Ferrozzo, un homme corpulent, fut écrasé contre le plafond par le poids total du piano, subissant des blessures mortelles presque instantanément. Sa mort fut causée par asphyxie du fait de la force de l'appareil et de son propre poids qui pesait sur lui. Hill, beaucoup plus frêle que Ferrozzo, survécut toutefois bien qu'elle restât coincée sous son corps sans vie, compressée contre le piano et incapable de bouger. Pendant des heures, Hill demeura dans cette situation cauchemardesque, seule et impuissante face à la tragédie. Nue et profondément traumatisée, elle resta coincée sous le corps de Ferrozzo jusqu'à ce que le concierge du club ne les découvre quelques heures plus tard lors de sa ronde matinale. Ce dernier appela immédiatement les secours. Les pompiers travaillèrent pendant 3 heures pour la libérer en toute sécurité car le moteur commandant le mécanisme hydraulique avait brûlé. Bien qu'il fût évident que Ferrozzo avait succombé à l'asphyxie, des questions subsistaient. Les danseurs du club affirmaient que l'ascension du piano était toujours lente. Ils pensaient donc que Ferrozzo et Hill auraient pu sauter pour éviter la tragédie. L'accident a choqué San Francisco. Le Condor Club, réputé pour repousser les limites et être un épicentre de la culture libérale et insouciante de la ville, se retrouva désormais associé à une page sombre de son histoire. La même élévation hydraulique qui avait rendu les performances de Carol Doda iconiques avait, dans un retournement tragique, coûté la vie à l'un des siens. Quant à Teresa Hill, elle fut laissée seule pour affronter les répercussions psychologiques de cette épreuve inimaginable. En octobre 2017, Mark Cox, un touriste britannique de 36 ans, originaire de Loftus, dans le North Yorkshire, s'embarqua dans ce qui devait être une escapade agréable à Cracovie, en Pologne, accompagné de son ami Steven Skiba. Mais ce qui avait commencé comme des vacances tranquilles se transforma en tragédie lorsque Mark fut la proie d'un sinistre complot au sein d'un club de striptease local. Mark Cox était très apprécié de ceux qui le connaissaient. Homme sociable et travailleur, il nourrissait une grande passion pour le football, notamment pour Leeds United, une passion qu'il partageait avec son père, Graham. Il comptait de nombreux amis et était considéré comme l'âme des soirées, toujours positif et décontracté. De plus, Mark était un employé dévoué, réputé pour faire des heures supplémentaires afin de profiter pleinement de son temps libre et de ses vacances, l'une d'elles devant tragiquement devenir la dernière. Ce même mois d'octobre, Mark s'était rendu à Cracovie avec son ami Steven Skiba pour une courte escapade. Le voyage avait été décidé sur un coup de tête, les deux hommes étant célibataires et désireux de se détendre. Conscients de la réputation de Cracovie en matière de pickpockets et d'arnaques destinées aux touristes, ils avaient choisi de n'emporter que l'argent liquide strictement nécessaire pour leur sortie nocturne. Cependant, ils n'auraient jamais pu prévoir les événements qui allaient se dérouler au Wild Night, un club de striptease local qui avait acquis une réputation bien plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. Dès leur première visite au club, Mark et Steven ressentirent une vive inquiétude. Le personnel les pressait sans relâche de rester plus longtemps et de consommer davantage, ce qui les poussa à partir après un seul verre. Cette nuit-là, Steven se sentit mal, soupçonnant que sa boisson avait pu être trafiquée. Malgré son malaise, il accepta de retourner au club le soir suivant, ne voulant pas gâcher le séjour de Mark. Le soir fatidique, les deux amis errèrent dans les ruelles de Cracovie avant de revenir au Wild Night. Bien que réticents à l'idée dans un premier temps, ils furent convaincus de pénétrer à nouveau dans le club. Une fois à l'intérieur, Mark et Steven furent séparés et conduits dans des cabines différentes. Steven s'inquiéta rapidement en voyant d'autres clients quitter le club dans un état d'ébriété, titubant et désorienté, alertant que les femmes à l'intérieur les dépouillaient. De plus en plus alarmé, Steven quitta le club et fit signe à une voiture de police pour obtenir de l'aide. Mais les agents se mirent à rire de lui, le laissant encore plus désemparé, puis prirent congé.
Un homme provenant d'une boutique voisine informa ensuite Steven que ces policiers faisaient partie de la mafia locale. Craignant pour la sécurité de Mark, Steven réintégra le club en tentant de le retrouver, mais il se vit empêché d'agir par les videurs, qui ne cessaient de lui proposer d'autres boissons tout en bloquant son accès aux salles réservées. L'inquiétude de Steven s'accroît lorsqu'il vit 2 stripteaseuses courir en direction du bar dans un état de panique, suivies par des ambulanciers effectuant une réanimation cardio-pulmonaire sur une personne. Il devint rapidement évident que la victime était Mark. Au début, le personnel avait assuré à Steven que Mark allait bien. Mais lorsqu'il redemanda, un videur éclata de rire en lui et lui déclara « Ton ami est mort ». La mort de Mark fut par la suite imputée à une intoxication alcoolique. Contraint de consommer 22 shooters d'alcool en succession rapide, il se retrouva avec un taux d'alcoolémie d'au moins 0,4%, un niveau létal. Bien qu'il ait refusé de continuer à boire, Mark fut contraint par le personnel du club, une tactique que l'on croit être une composante d'un stratagème plus vaste visant à dépouiller les touristes en état d'ébriété. Après son effondrement, on déroba son portefeuille et il fut abandonné à son triste sort dans le club, ayant été dépouillé d'environ 420 livres sterling. Les procureurs déclarèrent « Le personnel ne lui a pas seulement volé de l'argent, mais surtout sa vie ». Dans la foulée, les autorités polonaises lancèrent une enquête sur les circonstances entourant la mort de Mark. Le club de striptease Wild Night fut impliqué dans une vaste opération criminelle ciblant les touristes. Plusieurs arrestations furent effectuées et plus de 700 mises en examen furent prononcées contre les personnes impliquées dans ce racket. Le groupe criminel, prétendument composé des propriétaires et du personnel du club, était accusé de forcer les clients à consommer de grandes quantités d'alcool pour ensuite leur facturer des sommes exorbitantes, les incitant parfois à contracter des prêts pour régler des dettes fictives. Malgré ces arrestations, la famille de Mark, et plus particulièrement sa sœur Samantha, exprima sa frustration et sa déception face à l'absence de responsabilité. À ce jour, personne n'a été tenu directement responsable de la mort de Mark, laissant sa famille se sentir abandonnée dans sa quête de justice. Pour ses proches, la disparition de Mark demeure une source constante de douleur et de chagrin. Sa vie, marquée par la joie, l'amitié et les liens familiaux, fut brutalement écourtée par un acte cruel et prémédité. Alors que l'enquête se poursuit, sa famille garde l'espoir qu'un jour, elle trouvera le dénouement tant recherché. C'était en décembre 2016 à Melbourne, en Australie, lorsque la vie de Stacey Tierney fut brusquement écourtée dans des circonstances mystérieuses. La jeune femme de 29 ans, originaire de Manchester, travaillait dans un club de striptease. Un fait que peu de ses amis et de sa famille connaissaient. L'enquête sur sa mort a révélé des détails troublants sur les heures qui ont précédé son décès, plongeant sa famille dans l'angoisse et la laissant en quête de justice et d'éclaircissement sur ce qui s'est réellement passé pendant ces derniers instants. Originaire de Withington, à Manchester, Stacey avait voyagé en Australie pour explorer de nouvelles opportunités et poursuivre ses études. Lorsque son petit ami obtint un poste d'ingénieur dans l'État de Victoria, Stacey décida de le suivre. Aimant voyager, elle saisit l'occasion de découvrir le pays tout en travaillant pour obtenir son visa d'études. En novembre 2016, elle reçut finalement l'approbation de son visa avec l'intention d'économiser afin de financer ses études infirmières. Pour ce faire, elle accepta un emploi au Dreams Gentlemen's Club, un poste qu'elle n'appréciait guère mais qu'elle considérait comme un mal nécessaire pour atteindre ses objectifs académiques. Le soir du 17 décembre, Stacey arriva au club à 20h20 pour assurer son service habituel. Elle travailla jusque dans les premières heures du matin comme à l'accoutumée, jusqu'à ce que le club ferme ses portes aux clients à 4h. Par la suite, une fête du personnel débuta dans le bureau du responsable et Stacey, ainsi que plusieurs collègues, y restèrent après la fermeture. L'enquête révéla que cette fête fut le dernier lieu où l'on vit Stacey vivante. 2 hommes, Joseph Baer et Thomas Mesfoon, furent en sa compagnie durant les heures qui suivirent et leurs témoignages incohérents sur ce qui se déroula lors de la fête ont laissé de nombreuses questions sans réponse. À un moment donné, aux premières heures du 18 décembre, Stacey perdit connaissance dans le bureau et son état se détériora peu à peu. Il fut découvert par la suite que plusieurs substances, stimulants et dépresseurs, se trouvaient dans son organisme contribuant toutes à sa mort. Cependant, les circonstances exactes de la prise de ces substances demeurent obscures. Ce que l'on sait, c'est qu'entre 5h30 et 6h, Joseph Baer envoya un message au responsable du bar exprimant son inquiétude face à l'absence de réaction de Stacey et indiquant son incertitude sur la marche à suivre. Malgré cela, personne n'appela les secours. Plus inquiétant encore, ce ne fut qu'à partir du 19 décembre, soit plus de 30 heures après avoir vu Stacey pour la dernière fois, que la police et les ambulanciers furent enfin contactés. À ce moment-là, il était trop tard. À l'arrivée des services d'urgence,
Ils découvrirent le corps sans vie de Stacey sur un canapé dans le bureau du responsable partiellement vêtu, tandis que Berry et Mesfoun demeuraient dans la même pièce. Des ambulanciers présents sur place entendirent l'un des hommes dire à un autre « Je pense que tout va bien ici ». Une remarque glaçante qui suggérait une conscience de l'inconduite. Malgré la présence de plusieurs personnes, aucune n'intervint pour aider Stacey ni ne prévint les autorités à temps. Le bureau avait été nettoyé avant l'arrivée de la police, ce qui compliqua davantage l'enquête. Le retard dans la notification des autorités, l'absence de vidéosurveillance et les incohérences dans les récits des témoins ont conduit à l'établissement d'un verdict ouvert. Le coroner a en outre noté que, malgré des preuves incontestables d'une toxicité médicamenteuse ayant entraîné la mort, de nombreuses questions sans réponse demeuraient concernant les dernières heures de Stacey. La famille de Stacey, dévastée par sa disparition, peine à accepter les circonstances de cet événement. Sa mère, Michelle Frost, s'est exprimée sur le traitement inhumain que sa fille a subi durant ces heures critiques. Pour Michelle, le plus douloureux reste de savoir que Stacey aurait pu être sauvée si quelqu'un était intervenu plus tôt. Suite à la mort de Stacey, quelques mesures de responsabilité ont été engagées. Le propriétaire du club, Salvatore Aparo, a été condamné à une amende de 16 000 livres et la Victorian Gambling and Casino Control Commission a pris des sanctions disciplinaires à l'encontre de l'établissement. De plus, Stephen Kyriakou, le directeur général du club à l'époque, s'est vu interdire de gérer tout établissement agréé pendant une année. Cependant, pour la famille de Stacey, ces sanctions offrent peu de réconfort. Ils restent hantés par l'idée que Stacey ait été abandonnée dans ses derniers instants et que ceux qui étaient à ses côtés aient choisi de ne rien faire alors qu'elle se trouvait en train de mourir. Aux premières heures du 15 octobre 2023, le chaos éclata devant un studio de pole dance dans le quartier Flatiron de Manhattan. À l'extérieur, des personnes à moitié nues hurlaient et s'enfuyaient. À l'intérieur, un homme nommé Steven Mussington gisait mort. Steven Mussington était un résident de Harlem au passé tourmenté. Condamné plus tôt cette année pour fraude bancaire fédérale et ayant déjà écopé d'infractions liées à la distribution de substances, il était décrit par sa famille comme un homme bien malgré ses antécédents. Sa vie prit fin dans un milieu réputé pour ses activités illicites où, le jour, le fitness par la pole dance laissait place, une fois la nuit tombée, à quelque chose de bien plus sinistre. Le Foxy Fitness and Pole Training Studio fonctionnait comme une entreprise légitime pendant la journée, proposant des cours et des entraînements physiques. Cependant, d'après des sources et des rapports de police, le studio se transformait fréquemment en un club illégal dès la tombée du jour. Cet espace festif non régulé attirait une clientèle douteuse avec de la musique assourdissante, de l'alcool consommé par des mineurs et d'autres activités bien en dehors de sa vocation initiale. Des plaintes de voisins et des interventions policières antérieures avaient signalé le studio comme un lieu problématique plusieurs mois avant la fusillade fatale, mais il demeurait en activité. Ce soir-là, le 15 octobre 2023, un différend éclata vraisemblablement lors de l'une de ces soirées clandestines. Les détails restent rares, mais les rapports indiquent que Steven Mussington fut abattu d'une balle dans la tête au cours de l'altercation et le chaos s'ensuivit immédiatement après le tir. Des témoins décrivirent une scène de panique, avec des gens fuyant l'immeuble, certains à moitié vêtus, se précipitant pour s'échapper après avoir réalisé qu'un homme gisait en train de mourir dans la cage d'escalier. La police arriva peu après, mais il était trop tard. Steven fut déclaré mort sur les lieux, son corps découvert dans un espace faiblement éclairé, entouré d'éléments témoignant d'une fête clandestine, tels que des lumières stroboscopiques. Le bâtiment lui-même affichait un lourd passé de violation, avec de multiples plaintes adressées aux services municipaux pour nuisances sonores, consommation illégale d'alcool et usage inapproprié des lieux. Le Foxy Fitness and Pole Training Studio fonctionnait sans les permis requis et était réputé pour organiser ces événements non régulés en dehors des heures officielles. Malgré des avertissements et des plaintes remontant à plusieurs mois, aucune mesure significative n'avait été prise par les autorités pour fermer l'établissement. À ce jour, aucune arrestation n'a été opérée. La police continue de rassembler des preuves et d'interroger les personnes présentes lors de la soirée, bien que beaucoup n'aient apporté que peu d'éléments d'information. Le passé criminel de Mussington et le caractère louche de la fête laissent penser que la fusillade pourrait être liée à ses anciennes affaires, mais aucune réponse définitive n'a encore émergé. Les conséquences de cet événement tragique rappellent les dangers qui rôdent dans les milieux non régulés, où la frontière entre divertissement et criminalité s'avère souvent floue.